bien, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h30. Je vous propose de démarrer ce petit déjeuner, ce nouveau petit déjeuner de l'Alliance Digitale, consacré ce matin aux convergences entre acteurs historiques et nouveaux entrants dans l'univers de la télé digitale et de la pub télé digitale. Évidemment, on remercie Microsoft pour son accueil ce matin. On aura dans quelques instants un speaker qui participera à la table ronde et qui pourra exposer évidemment la stratégie du groupe sur ces sujets. Ce matin, une matinée assez dense, puisque on aura la découverte du guide digitalisation de la publicité télé par Stéphane Bismuth et Pierre Raffaly dans quelques instants. On aura également une table ronde que j'aurai le plaisir d'animer. Quelle convergence entre acteurs historiques et nouveaux entrants avec Antoine Chautard, Sébastien Boulanger, Marc Herbeau et deux autres qu'on rajoutera tout à l'heure. Une prise de parole également de l'IAB Tech Lab sur les enjeux de la standardisation télé. Et vous aurez éventuellement le temps pour une session de Q&A à la fin. Mais pour démarrer cette matinée, je vais demander de nous rejoindre le directeur général de l'association. On peut applaudir Monsieur Arthur Millet. Directeur général Alliance Digitale. Chair Commission Sustainability de l'IAB Europe. Très important. Avant de parler d'ailleurs télé digitale, on peut rappeler que l'association est très active en matière de sustainability. On s'est vu il y a quelques semaines pour parler des éco-gestes et vous venez d'ailleurs de publier, je crois, la V2, c'est ça, du guide en matière de développement durable avec le SRI. Oui, tout à fait. Le référentiel de la mesure de la publicité digitale. Sur impact carbone, bien entendu. Voilà, mais on n'est pas vraiment, on va pas parler de ça, mais merci en tout cas pour la question, parce que c'est important aussi de rappeler notre rôle, et ça fait partie complètement de notre rôle, d'harmoniser, de standardiser des enjeux qui sont ceux de notre marché. Ça permet de le structurer et donc de l'aider à se développer. Alors, l'IAB France, devenue Alliance Digitale, s'est intéressée évidemment aux écrans d'ordinateur. La Mobile Marketing Association France, qui a aussi contribué à créer l'Alliance, se focaliser sur les smartphones. Et vous vous intéressez évidemment à tous ces nouveaux écrans digitaux, notamment l'écran du téléviseur. Tout à fait, on s'intéresse à tout ce qui se digitalise d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, l'écran télé se digitalise de plus en plus, comme on va le voir ce matin, mais on s'intéresse aussi à l'audio qui se digitalise, on s'intéresse au DOH, et notamment aux programmatiques DOH, et on s'intéresse aussi, alors c'est une digitalisation, c'est une forme de digitalisation, mais à tous les enjeux autour du gaming. Alors, on pourrait opposer peut-être les acteurs historiques de la télévision linéaire avec tous ces nouveaux acteurs issus de l'univers du digital, mais la démarche de l'Alliance Digitale, c'est au contraire de miser sur une coopération, une convergence entre ces univers. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours quand je dis on, plutôt que je remercie d'ailleurs nos membres bénévoles qui tous les jours ou tous les mois en tout cas se retrouvent et discutent entre eux. L'enjeu c'est de mettre tout le monde autour de la table. On a la chance à l'Alliance Digitale d'avoir une grande diversité de membres, à la fois des agences, des technos, des régies, des éditeurs. Donc on va pas. L'idée, c'est d'essayer de trouver ensemble, en effet, une convergence et un moyen de pouvoir simplifier encore une fois ce marché, le clarifier, l'expliquer, toujours dans le même but, l'aider à se développer le plus possible. Alors, on vient de fêter, je crois, les 5 ans du RGPD. C'est aussi l'occasion de mettre en avant peut-être la démarche de l'Alliance Digitale qui est peut-être de privilégier l'autorégulation du secteur. Je pense que c'est pas que Alliance Digitale qui préfère l'autorégulation à la régulation, mais oui, en effet, c'est un enjeu énorme. Et plus on travaille sur les différents sujets, que ce soit la sustainability ou d'autres, et plus on est en amont sur les sujets, plus on peut porter nos enjeux auprès des institutionnels, auprès du gouvernement, auprès évidemment de la Commission européenne. On préfère très largement s'autoréguler que d'avoir des régulations. Donc oui, voilà, mais même quand il y a des régulations, de toute façon, aujourd'hui,
5 ans après le RGPD, on est bien conscient qu'il faut qu'on soit très proactif et qu'on soit très présent. Et tous les travaux que mènent les membres tous les jours, les experts qui discutent tous les jours, en fait, ça nourrit nos discours, ça nourrit nos positions et ça nous permet d'être référencés, notamment, on le voit avec au niveau de la Commission européenne. Aujourd'hui, on est référencés comme des experts sur certains enjeux. Si on parle par exemple des enjeux cookieless, on nous consulte sur ces enjeux-là. Donc c'est très très important et encore une fois, c'est le travail des membres qui permet cela. Et il faut rejoindre l'Alliance digitale du coup. Bien entendu, mais enfin ils sont tous là. Donc Très bien. Merci Arthur, on peut l'applaudir. Et on découvre la liste des contributeurs au guide de la TV digitale, contributeurs très nombreux, on va tous les remercier. Et on va appeler Stéphane Wismuth, co-founder de Visnet, et Pierre Rafali, Chief Product Officer de Relitix, à nous rejoindre. Bonjour messieurs, on peut les applaudir également. Ça fait toujours plaisir. Alors, vous êtes en charge, je crois, du groupe de travail Pub Télé Digital au sein d'Alliance Digitale. Est-ce que vous pouvez me présenter en quelques mots peut-être ce groupe de travail ? Oui, bonjour, merci d'être venu. On a créé un groupe il y a un peu plus d'un an sur ces sujets-là. Et l'idée était de voir qu'est-ce qui réunissait, qu'est-ce qui éloignait les différents acteurs de la télé autour de la digitalisation de la publicité, que ce soit la TV segmentée, que ce soit le replay catch-up en IPTV ou OTT, que ce soit la TV connectée. Et puis de voir quelles étaient les différences, les points communs et qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble pour que finalement ce qui pouvait avoir l'air très compliqué si on rentre dans beaucoup de détails devienne de plus en plus simple pour les annonceurs. Alors on voyait d'ailleurs dans le slide d'avant tous les contributeurs au guide qui ont travaillé au sein de ce GT, c'est ça ? Ouais, belle démonstration d'intelligence collective. On a appelé beaucoup d'experts parce que malheureusement Stéphane et moi on ne sait pas tout. Donc on est venu nous aider, beaucoup de renforts et je les remercie très fort. Et voilà. Alors je le disais, vous présentez ce matin un guide. On peut peut-être voir la page de couverture, guide pratique de l'achat digital TV, digitalisation de la publicité. Déjà peut-être pourquoi cet angle, pourquoi ce titre ? Digitalisation, c'est un peu un mot fourre-tout. Si tu me permets une légère digression et je vais répondre à ta question. Aujourd'hui, de ma modeste expérience, la télévision, c'est un sujet où il est compliqué d'innover. Il y a de l'innovation, on l'a vu avec la télé segmentée, même si une source anonyme me disait que la télé segmentée, c'est parfois plus compliqué à exploiter que le réseau mobile. C'est pas le sujet. Une fois qu'on s'est dit ça, la télé telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est challengée. Elle est challengée à bien des égards, notamment par ce qu'on appelle les nouveaux usages. Tous ces acronymes un peu barbares, AVOD, HVOD, FAST, CTV, you name it. Ce qui est indéniable, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité des usages en télé, drivé par nombreux acteurs et de nombreuses plateformes. Et l'idée, c'est qu'on a voulu, avec Stéphane, mettre en lumière, comme il le dit en introduction, quels étaient ces nouveaux usages qui venaient compléter la télé telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est ça, c'est pas un guide uniquement sur la pub, il y a aussi cette dimension nouveaux usages, avec notamment lister toutes les nouvelles pratiques. Aujourd'hui, on peut en voir beaucoup sur ce slide qui est issu du guide, je crois. Exactement. Cette slide fait partie du guide. Elle est au début. C'est non exhaustif. Il y a beaucoup d'acteurs. C'est très mouvant et c'est très fragmenté. Donc aujourd'hui, et c'est une vraie réalité aujourd'hui, et ça vient challenger en direct. Je le disais, la télévision classique comme on la connaît, et donc c'est important pour nous, avec Stéphane, de balayer un peu le spectre de l'accès à ces contenus. Et aussi quelle technologie était utilisée et était en présence pour accéder aux inventaires, pour celles qui sont monétisées avec de la pub, de ces plateformes. Et je rends le micro parce que je parle beaucoup. Stéphane, c'est un guide qui est quand même destiné avant tout aux annonceurs. Alors, c'est pour les annonceurs, c'est pour les agences, c'est pour l'industrie en général. Je pense que la première des choses qu'on doit faire, c'est déjà comprendre nos environnements. À la fois d'un point de vue technologique, sans rentrer dans trop de détails, mais pourquoi il y a des différences entre
les schémas techniques entre la TV segmentée ou la TV connectée, par exemple. Et en comprenant un peu ces différences, on comprend aussi les limites et les avantages de chacun des systèmes. Parce qu'en fait, en TV segmentée, on a un niveau de data très riche, qui peut être beaucoup plus faible en TV connectée, par exemple. Donc l'idée, c'est de comprendre un peu l'état de l'art dans chacun de ces univers, de ces verticales. Et puis, ça permet de faire des propositions qui sont concrètes et réalistes aux annonceurs, et de ne pas leur promettre des choses qu'on ne peut pas délivrer en Connected TV, qu'on pourrait délivrer en TV segmentée, le contraire. Et l'idée, c'est de faire des allers-retours entre... là, il y a un exemple sur la TV segmentée, mais il y a un autre slide qui montre les modes d'achat de la TV segmentée. Donc, ce n'est pas juste technique, c'est aussi, ça essaye d'être pratique. Une des limites de ce guide est très claire, c'est que c'est un univers qui bouge beaucoup, avec des acteurs qui bougent vite. Donc, ce qu'on met à un instant T peut être faux assez rapidement. On a prévu de le faire évoluer au fil de l'eau. Donc, ce n'est pas un document statique. Je voyais sur le premier, par exemple, où on mettait Netflix dans la catégorie acteurs sans pub. Bon, on va le changer tout à l'heure. Mais c'est qu'un exemple pareil dans ces box où ça va très vite. On peut oublier des gens. Mais l'idée, c'est que chacun puisse avoir une espèce de carte mentale qui permet de s'y retrouver et puis qu'on parle à peu près de la même chose au même moment. Parce qu'il y a un foisonnement, c'est un marché très dynamique, en même temps très morcelé. C'est vrai que ça peut être compliqué et il y a besoin clairement de pédagogie. En tout cas, on le pense. Et puis, c'est le sentiment qu'on avait quand on discutait avec le groupe de travail, parce que parfois on parlait de la même chose, mais on n'avait pas compris qu'on parlait de la même chose. Et parfois, c'était le contraire. Parce que vous n'employez pas forcément les mêmes termes à chaque fois. Voilà. Donc, ça se lit rapidement. Hein. Ce n'est pas indigeste, ce n'est pas une analyse de marché, ce n'est pas une étude de marché. C'est une photographie de ce qui se passe aujourd'hui en France dans l'univers de la télé digitale, en partant de la TV segmentée, de la Connected TV, de la VOD. Et puis voilà, on espère que ça va aider. Et puis l'idée derrière ça, c'est de continuer. Il y a peu de use case, il y en a un petit peu. J'espère que si on fait une version suivante, il y aura plus de use case. Et on invite tous les gens qui veulent en partager avec nous à le faire, parce que je pense que c'est ça qui rend aussi le marché plus lisible. Pierre, un dernier mot sur cette démarche collective. C'est important d'avoir tout le marché et de s'inscrire dans cette volonté d'autorégulation pour créer quelque part une harmonisation, une standardisation dans cet univers. Totalement. Et pour corroborer ce que disait Stéphane, c'est une réalité, c'est très fragmenté, ça bouge tous les jours. C'est pas mon rôle de dévoiler ce que certains éditeurs mainstream sont en train de faire, mais ils le diront eux-mêmes. Mais voilà, ça bouge. Il faut accompagner le marché. C'est pas forcément hyper lisible. Hormis les petits boutons qu'on a sur la télécommande des plateformes mainstream, il y a des plateformes qui existent avec des contenus qualité qui sont pas forcément mis en avant et qui ont besoin de visibilité. Et qui dit, je rajoute juste un truc sur la partie technique, qui dit multiplicité des plateformes, dit forcément son lot de technologies derrière, SSAI, encore un acronyme, Ad Server seconde génération. Voilà, il y a Julien Montbierre dans la salle, si vous avez des questions, je le laisserai s'exprimer sur le sujet, il est bien meilleur que moi. Mais voilà, c'est important de prendre, Stéphane l'a dit, faire la photographie de ce qui existe aujourd'hui en termes d'accès au contenu, aux diffuseurs et quelles sont les technologies en présence et comment on accède à l'inventaire pour les plateformes qui sont monétisées avec de la publicité. Très bien. Le guide, il sera publié cette semaine, hein, je crois. Il est publié aujourd'hui, donc on peut peut-être même, sur le site de l'IAB France, qu'on peut peut-être déjà le télécharger pendant cette conférence pour les plus curieux d'entre nous. J'espère qu'on n'a pas laissé de coquilles. Voilà, encore une fois, un dernier mot pour moi, en ce qui me concerne, pour les gens qui nous ont accompagnés. Stéphane, merci à toi, j'étais ravi, et à tous les autres également. Eh bien, très bien, mais merci Pierre et merci Stéphane pour cette présentation du guide. Bravo pour le travail effectué. Et une fois de plus, on remercie tous les contributeurs qui ont travaillé avec vous sur ce guide. On peut les applaudir. Alors, il est temps de passer à la table ronde et je vais inviter Sébastien Boulanger, Marc Herbeau, Antoine Chotard, Grégoire Besson et Thomas Allemand à nous rejoindre sur scène en essayant de s'asseoir devant sa petite vignette pour pas que je me mélange. Bonjour à tous les 5. Presque tout le monde est barbu.
Ah oui, Grégoire qui résiste encore à cette mode. Oh, et le pantalon orange, voilà, chacun son. Merci en tout cas à tous les 5. Je disais, quelle convergence entre acteurs historiques et nouveaux entrants. On a des marques plutôt issues de l'univers de la télé linéaire et puis évidemment des acteurs du digital. On va se présenter déjà dans un premier tour de table et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Alors Sébastien Boulanger, bonjour, responsable pôle opération digitale de TF1. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement votre groupe, mais aussi ce que vous pouvez faire aujourd'hui dans la télé digitale? Bonjour à tous. Effectivement, donc, TF1 fait partie de ces acteurs historiques sur la télé. C'est pas pour autant en fait qu'on ne s'inscrit pas dans l'innovation et la convergence. Pour rappel, TF1, c'est les premières campagnes programmatiques sur les set-top box en IPTV. En 2020, c'est le lancement de l'achat linéaire en programmatique avec OnePTV. 2021, la télé segmentée, et puis 2022, la télé segmentée programmatique, et puis aussi un produit que l'on appelle MPI hybride, en fait, où on peut faire de l'achat digital sur un modèle, un modèle d'achat télé linéaire MPI. Donc aujourd'hui, nos annonceurs vont pouvoir diffuser leur GRP autant en TV linéaire en digital. Et puis c'est aussi la première plateforme de streaming télé gratuit en France avec 29 millions de visiteurs uniques en mars. Donc, on parle de MyTF1 ? On parle de MyTF1. Donc effectivement, un acteur historique, mais néanmoins très présent sur la tech. Et on va en reparler. À votre gauche, Marc Herbeau, bonjour. Sales Director Média chez Rakuten Advertising. Alors, on vous connaît évidemment pour vos activités de marketplace. On vous connaît peut-être un petit peu moins pour vos activités dans l'univers de la télévision digitale. Présentez-vous en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je travaille sur la partie média de Rakuten Advertising, qui est un peu le bras armé digital du groupe. Et moi, je suis rentré dans la Connected TV en 2019, quand Rakuten TV en fait, a lancé son sillon AVOD. Vu que c'était de la TVOD depuis pas mal d'années maintenant. Et en fait, donc Rakuten TV, c'est une plateforme qui va être présente dans 43 pays en Europe. Et aujourd'hui, l'audience de Rakuten TV en France, pour localiser un petit peu plus, ça va être 2,2 millions de foyers uniques, soit à peu près 5 millions d'utilisateurs uniques par mois. Merci pour cette présentation. À votre gauche, Antoine Chotard. Bonjour Antoine. Business Development France chez Samsung TV+. Alors, on connaît évidemment tous vos produits électroniques, mais là, il s'agit évidemment d'un environnement de télé, digital. Présentez-le en quelques mots également. Exactement. Merci pour l'invitation et bonjour à tous. Moi, je suis un peu l'invité mystère parce qu'aujourd'hui, ici, il n'y a que des experts de la pub. Moi, je ne le suis pas. Moi, je suis un expert du contenu et je développe pour Samsung une plateforme de streaming qui s'appelle Samsung TV+. Samsung, je pense qu'on n'a pas trop besoin de le présenter, mais je vais quand même rappeler que c'est le leader en parc installé et en vente de la télé et du mobile, donc les deux écrans sur lesquels on consomme du contenu vidéo aujourd'hui, et plus d'une télé sur 4 qui sort sur le marché est une télé Samsung. Donc, moi, mon rôle est de développer une plateforme de streaming au sein de ces écosystèmes, une plateforme qui s'appelle Samsung TV+, qui est une plateforme fast AVOD, et donc de créer des nouveaux usages, des nouvelles audiences et des nouveaux types d'inventaire pour une commercialisation en publicité ciblée. Voilà. Merci. Grégoire Besson, alors rebonjour, Account Director International Partner Sales chez Microsoft France. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez également présenter l'activité? Alors, Microsoft, on vous connaît, mais il y a aussi évidemment tout le bras armé dans la publicité, notamment la télé digitale. Je ne vais pas m'étaler effectivement sur toutes les activités de Microsoft, parce que sinon ça va durer pas mal de temps. Donc effectivement, Xandr, nous, donc DSP, SSP, Ad Server, ce qu'on souhaite... Racheté par Microsoft il y a quelques années. Ouais, en fin 2021, tout à fait. En fait, notre but, c'est de créer une place de marché premium pour la publicité programmatique. Donc à la fois, on va connecter des annonceurs avec des éditeurs, sur tous les leviers qu'ils soient, donc Connected TV, TV segmentée, TV linéaire, display, etc., native. Et à la fois, le DSP, du coup, est à destination aussi de tous les annonceurs en direct, des agences et des training desks. Voilà. Et en fait, on veut connecter les deux pour faire better together. Vous êtes un homme de pub, hein. Donc vraiment un acteur de la publicité. Complètement, 100% programmatique. J'entendais qu'Antoine, il assumait pas trop. Ouais, complètement.
Très bien, merci. On va en reparler dans quelques instants de vos initiatives. Et dernier speaker de cette table ronde, Thomas Allemand. Bonjour Thomas. Bonjour. Senior Director at Tech and Supply chez Jellyfish. Jellyfish qui est plutôt une agence. Exactement. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, moi je travaille les sujets d'innovation média chez Jellyfish, notamment pour la digitalisation de la pub télé, de la programmatisation, de l'affichage digital, de l'audio digital. Donc je suis assez souvent dans les bureaux de l'Alliance Digitale sur tous ces sujets. Jellyfish, on est une agence digitale, globale, et on travaille sur tout le spectre du marketing digital, donc la data, le média, la créa, la stratégie, la tech. Et forcément, pour nous, la digitalisation de la pub télé, c'est une formidable opportunité parce que on a toujours travaillé sur la data en digital et d'un seul coup, on peut le déporter sur l'écran de télé. C'est un device supplémentaire sur lequel on peut travailler. Et c'est pour ça qu'on s'y intéressait, j'allais dire, depuis ses tout débuts. On a commencé dès 2020 à diffuser des campagnes en programmatique TV, donc avec Xander et Alchimia par exemple. Et on était les premières agences à travailler en télésegmenté programmatique dès son ouverture en novembre 2021 pour nos clients, Yves Rocher, Chronodrive, Maison du Monde, etc. Donc c'est un écosystème qui nous intéresse beaucoup pour pouvoir exploiter vraiment la quintessence et meilleur des deux mondes entre digital et exposition sur l'écran télé. Et on partagera peut-être dans quelques instants des cas que vous avez pu Avec réaliser sur la télé digitale. Alors justement, on va peut-être faire un second tour consacré aux définitions. Sébastien, qui va récupérer le micro, on entend beaucoup de sigles, d'acronymes, de définitions pour cette télévision digitale. Ça serait quoi, selon vous, l'environnement qui va à terme s'imposer, ou est-ce qu'il va y avoir une coexistence entre ces environnements? C'est quoi votre analyse? Mais sur ce sujet, moi déjà, je pense qu'il est important de se remettre en tête que finalement la télé digitale, elle a une existence plutôt longue sur le marché, avec cette spécificité française qui est la présence des set-top box. Pierre et Stéphane en parlaient. Effectivement, on voit aujourd'hui un marché très dynamique avec la multiplication des services, la multiplication des usages. On parle de Smart TV, de Stick, on parle de Fast, etc. Donc, de mon point de vue, en fait, je pense qu'il est encore peut-être un peu tôt pour donner une définition terme et précise. Et au contraire, ça serait une erreur de s'enfermer dans une définition. Si maintenant je devais me prononcer, moi en tant que technicien, bon technicien que je suis, je prendrais volontiers la définition de l'IAB en se disant que finalement la CTV, c'est ce gros ensemble de sous-ensembles que sont les set-top box, les Smart TV & Co. Maintenant, pour un groupe, tous les nouveaux usages. Tous les nouveaux usages, bien sûr. Maintenant, pour un groupe comme TF1, on s'en doute, en tant que publisher, l'important c'est le anytime, anywhere, any device. Donc la TV digitale, c'est tout ce qui va permettre en fait de consommer une expérience de streaming. Et donc vous, votre stratégie, c'est de décliner les contenus TF1 évidemment sur tous ces environnements. Exactement. Vous ne faites pas de choix. Non. Et d'ailleurs, preuve en est avec le déploiement de MyTF1 sur MyTF1 Max, sur les CTV dernièrement, et puis la dernière annonce avec le Fire Stick d'Amazon. Marc, même question. On se pose derrière la question, est-ce que tout cet environnement segmented TV, c'est pas un peu une particularité française, et Rakuten aujourd'hui au niveau mondial, il a plutôt une approche OTT, c'est ça, en privilégiant les applis sur les télévisions connectées? Disons que la consommation au travers des box, c'est vraiment une spécificité française. Ça, c'est certain. Après, je dirais que la stratégie, elle est d'être présent partout, via tous les canaux de distribution. Pour moi, la définition la plus simple, c'est que la TV digitalisée, c'est tout ce qui reste en dehors de la télé traditionnelle linéaire qu'on connaît tous. Et dans la TV digitalisée, on va avoir les acteurs du replay, donc spécificité française, mais qui en termes de consommation est encore très très présente. La TV segmentée qui est un nouvel entrant, et ensuite tout ce qui va être application de consommation de contenu en streaming. Et je dirais que c'est ça, avec on va dire la consommation qui devient de plus en plus hybride, c'est ça vraiment le changement. C'est-à-dire qu'on passe d'un consommateur un peu passif qui va subir la grille des programmes à un streamer qui va choisir vraiment son contenu à l'unité. Et c'est ça le shift qu'on est en train de vivre. Et vous, votre stratégie, évidemment, c'est de distribuer le plus largement possible votre application, Rakuten TV. Et il y a aussi une stratégie sur les télécommandes, de faire apparaître vos boutons sur un maximum de télécommandes. Antoine est bien placé pour le savoir. C'est vrai qu'il y a une stratégie, en tout cas de notre part, qui vise à, on va dire, nouer des partenariats avec les constructeurs de télé pour être présent au niveau de la télécommande, pour créer un accès directement à notre application. Et aussi, il y a un sujet de store qui est très présent, c'est comment est-ce que notre application va émerger en premier. Enfin,
tous ces enjeux-là sont tout nouveaux. Et c'est une stratégie qu'il faut avoir en tête pour le futur, ça c'est une certitude. Antoine, quand on est un géant du smartphone, comment on voit l'évolution du marché de la publicité télé? Est-ce que ça va suivre le même chemin ou est-ce que ça aura ses spécificités? C'est une bonne analogie, je pense. Parce que la guerre qui s'est passée, alors le mot est peut-être un peu fort, mais je pense que c'était ça, sur le mobile, il y a quelques années, au niveau global, est en train de se passer actuellement sur la télé. Et on parle de télé connectée au sens large, mais évidemment, il y a la spécificité française, les set-top box, IPTV driven, on est la France, on est différent, clairement. Mais dans l'ensemble global, il y a une guerre d'OS. Avec des opérateurs qui étaient très puissants aussi sur les smartphones il y a 15 ou 20 ans. Tout à fait. Et Samsung a essayé de se positionner sur cette guerre du mobile avec son OS propriétaire, qui n'a pas fonctionné. Bada. Ah oui. Boum. Bah voilà. Sauf que l'histoire ne va pas se répéter sur la télé connectée. Aujourd'hui, on a un OS qui s'appelle Tizen, qui contrôle nos télés. Et cette alliance de la force du hardware et de la commercialisation et d'être numéro 1 en vente d'hardware avec un OS qui est semi-propriétaire et qui contrôle toutes nos télés, un OS qu'on commence à licencier aussi sur d'autres constructeurs, nous permet d'avoir une force de frappe et de distribution d'applicatifs et de streaming. Parce que donc ce ne sera pas la même chose avec les smartphones. Samsung sera un grand nom aussi du software de la télé connectée avec Tizen. C'est déjà le cas. Si vous regardez le marché américain, qui est le marché le plus développé actuellement, Samsung est un des acteurs qui compte sur la télé connectée au sens large. En termes de distribution, d'abord Samsung, avant d'être mon service, on va dire, le Samsung TV+, c'est un écosystème, et un écosystème qui va distribuer de l'applicatif, des services de contenu qui ont leur place évidemment dans cet écosystème télé. Et ensuite, le but c'est d'ajouter de la valeur par-dessus avec l'édition de services en propre, comme un service comme Samsung TV+, pour aller créer une valeur supplémentaire, complémentaire, gratuite, financée par la publicité. Donc c'est à la fois des contenus et un écosystème pour des contenus tiers. Exactement, sachant que notre ADN, c'est d'être des distributeurs. Et donc, oui, on édite un service comme Samsung TV+, mais notre premier rôle, c'est de distribuer nos partenaires, et donc de distribuer nos partenaires sous format applicatif, MyTF1, Rakuten, Pluto, et également nos partenaires au sein d'un service comme Samsung TV+. Samsung TV+, c'est d'abord un service de distribution de chaînes FAST qui sont éditées par des tiers. Rakuten est un très bon exemple. Rakuten, avec eux, on est très potes, on veut cocher toutes les cases. Distribution de l'applicatif au sein de notre écosystème. Le micro ne marche plus. Distribution de leur applicatif dans notre écosystème et sous-distribution potentielle de certaines chaînes fast. C'est ça qu'on veut créer avec tous nos partenaires. En tout cas, Grégoire, on peut parler de coopétition. On sent que, autant le micro, certains acteurs peuvent être parfois concurrents, parfois partenaires, mais dans tous les cas, il y aura besoin de publicité et Xandr et Microsoft seront là, quoi qu'il en soit, pour on est déjà là. Tous on est même déjà là, là. effectivement. Nous, notre credo, effectivement, chez Xandr, c'est de pouvoir permettre l'accès à une multitude d'inventaires. Et la télé, maintenant, en fait partie. Alors, ça serait quoi votre définition aujourd'hui de la télé digitale ? C'est le meilleur des deux mondes, une fois de plus, c'est-à-dire le targeting, les reporting qu'on a connus en programmatique depuis des années, qui sont très granulaires, très poussés, avec beaucoup de recommandations. Et forcément, le plus grand écran du foyer sur lequel on peut du coup diffuser avec beaucoup moins de soucis de visibilité, comme on a beaucoup entendu parler, c'est très décrié pendant un moment, avec 50% des impressions qui ne sont pas visibles, etc. Là, forcément, c'est un média de masse, avec forcément une attention qui est capitale. Et du coup, on arrive justement à pouvoir intégrer des cibles digitaux, des reporting, etc. Avec une pub digitale programmatique qui d'ailleurs fonctionne un peu dans tous ces écosystèmes. C'est un peu la bonne nouvelle. S'il y a des usages différents, par contre, la pub, elle a l'air un peu universelle. On diffuse où on veut. Maintenant, après, pour réconcilier les données, centraliser le capping, etc. Je fais un peu de teasing. Du coup, c'est vrai que c'est ça qui est un peu le moteur, quoi. Thomas, on peut dire que de tous ces usages très différents, au moins, il y a une pub qui va être à peu près unifiée.
On peut l'espérer à terme. Ça prendra un petit peu de temps. C'est vrai qu'il y a une très forte fragmentation des usages, hein, et le téléspectateur, il passe de la télé linéaire à la VOD sans couture. Il ne voit pas qu'il y a une fragmentation technologique qui fait que des fois, c'est un peu difficile de réconcilier justement des impressions qui sont diffusées sur des écosystèmes un peu différents. Donc ça crée un peu de complexité. Mais petit à petit, je pense que l'écosystème va travailler, va trouver des solutions pour reconnecter des impressions sur les différents écosystèmes, TV linéaire, télé segmentée, replay PTV et CTV, etc. Et qu'on va réussir à être beaucoup plus efficace comme ça. Jellyfish est une agence internationale. On peut parler de spécificité française pour la télé segmentée? Clairement, sur la télé segmentée. Qui est drivée par les opérateurs. Exactement, c'est ce qui fait la force de la télé segmentée en France. Hein, c'est le fait que les opérateurs aussi construisent ces tuyaux technologiques et qu'après on puisse passer par évidemment tous les broadcasters pour accéder à ces inventaires-là avec la donnée des opérateurs qui est comprise dedans. Mais effectivement, c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas le même quand on est sur d'autres pays européens ou même US où la CTV en tant que telle est vraiment extrêmement puissante. Très bien. Sébastien, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Quel est l'accueil aujourd'hui des annonceurs pour ces écosystèmes? Est-ce que ce sont les acteurs historiques de la télé linéaire qui basculent vers le digital? Est-ce que vous attirez les pure players? Comment ça se passe? Les deux sont vrais. L'accueil est fondamentalement bon. Puisque déjà, il y a une diversité de contenu, une diversité de production fort intéressante. On l'a dit, on est sur un marché très dynamique, donc on peut consommer du replay, de fast, AVOD, que sais-je encore. Pareil sur les différents devices. Il y a en fait, pour parler de l'écran télé, il y a effectivement une immersion, une expérience publicitaire qui est différente. Il y a une étude Magnite Harris qui a été publiée il y a quelques jours où on évoquait un taux de mémorisation de plus de 60%. Je pense aussi à tout ce qui est ciblage. On va en parler du ciblage. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de contexte, en termes de data, aujourd'hui, il y a des grosses opportunités. Le seul bémol, peut-être, c'est un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est parce qu'on est dans un écosystème jeune, éclaté. Aujourd'hui, effectivement, on peut faire du programmatique sur l'ensemble des usages, on peut faire de la data sur l'ensemble des usages. En revanche, pour le marché, ça reste peut-être un peu complexe parce qu'on ne l'adresse pas forcément de la même manière. Donc, charge à nous, finalement, de rendre cette complexité plus simple pour le marché. Un mot peut-être sur le reach, la couverture. Évidemment, la télé linéaire et puis TF1 a une puissance extraordinaire avec des records d'audience. Je ne sais plus combien vous avez de records d'audience sur les dernières années. On retrouve cette puissance dans les environnements digitaux? Oui, forcément. Elle est un peu différente parce que pas les mêmes publics, mais on sent en fait ce reach remonter gentiment sur le digital pour pourquoi pas demain avoir la même puissance que sur le linéaire. Avec 29 millions, hein, c'est ça vous disiez tout à l'heure sur MyTF1? 29 millions de visiteurs. Donc c'est finalement des volumétries en dizaines de millions. Exactement. Comparable aux chiffres qu'on peut trouver en télé. Marc, également un mot sur l'accueil des annonceurs pour ces nouveaux environnements? Il est clair que l'intérêt est grandissant. Moi, j'en commercialise depuis 2019. Je dirais que les 2 premières années, c'était l'innovation, il y avait de la curiosité. Mais là où on a noté une vraie accélération pour moi, c'est le 2e semestre 2021. Où là, il y a eu des gros investissements. Et depuis, on voit que globalement, on passe d'enveloppes digitales plutôt moyennes à des enveloppes télé. On a rajouté un zéro là, je sens. On a rajouté quelques dizaines de milliers par campagne, ouais. Donc effectivement, on commence aussi en termes de commercialisation à s'adresser de plus en plus à ces équipes-là. Et puis très clairement, il y a une récurrence en fait des budgets. Dès qu'il y a une campagne, une vague télé, maintenant, je dirais que la Connected TV, la télé digitalisée, fait partie du plan. Et c'est plus seulement l'innovation. Et juste pour partager quelques chiffres, nous, aujourd'hui, par mois, ça va représenter 35 à 60 annonceurs présents sur nos inventaires. D'accord, donc ça se passe bien. C'est plutôt bien, c'est plutôt cool. Et je dirais que je ferai plutôt aussi le parallèle avec le mobile. Pour moi, on est vraiment au tout début. C'est-à-dire que là, on a 3, 4, 5 ans de croissance à venir si tout se passe bien. Antoine, alors vous n'êtes pas un homme de pub, hein, vous nous l'avez dit, mais quelque part, en créant des contenus, vous créez des environnements qui vont évidemment attirer les annonceurs. J'adore cette introduction, merci. Avant la pub, les contenus, désolé. Hein. La pub ne fait pas encore venir les gens directement sur les plateformes.
Quoique, on vient de lancer sur Samsung TV+, une chaîne Culture Pub, 100% dédiée à l'émission culte de Christian Blachas. Eh bien, ça marche. Donc, les gens viennent pour voir de la pub. Notre rôle, mon rôle, c'est effectivement créer des nouveaux usages et créer des nouvelles audiences. Donc, le but, c'est amener les nouveaux contenus et des contenus très variés sur une plateforme comme Samsung TV+. Les annonceurs reçoivent positivement, effectivement, ce qui est mis aujourd'hui sur le marché par notre régie, Samsung Ads, dirigée par Mouna Roger en France. Mes petits camarades de Samsung Ads sont au fond de la salle. Et cette réponse est très bonne. La bonne nouvelle, c'est que la réponse des éditeurs de contenu est également très bonne. Et qu'aujourd'hui, rien ne se fera sans les éditeurs de contenu internationaux, mais surtout locaux. Et quand je parle d'éditeurs de contenu, je parle d'acteurs du broadcast, des TF1, d'acteurs du streaming, Rakuten, des producteurs de contenu, des distributeurs de contenu, quel que soit leur genre et la typologie de contenu. Aujourd'hui, on sent un vrai engouement pour ces nouveaux écosystèmes et parce qu'ils ont compris que la valeur incrémentale d'aujourd'hui et leur avenir, en partie, se jouait là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 100 chaînes disponibles sur Samsung TV+. La moitié viennent d'éditeurs qui sont locaux, français, et on continuera d'en créer très, très fortement notre offre en local. Grégoire, comment ça se passe, les débuts de la commercialisation de cette pub télé digitale ? Très bien, il y a un très bon retour du marché globalement. On voit déjà avec des acteurs comme Jellyfish par exemple qu'il y a un vrai attrait. Après, il y a beaucoup d'attentes aussi de la part des acteurs parce qu'on parle à des gens qui sont 100% digital. Donc c'est vrai qu'ils ont une habitude de ciblage, de reporting, comme je l'expliquais tout à l'heure. D'accord, donc il y a non seulement les acteurs de la télé linéaire qui arrivent dans le digital, mais vous parlez plutôt en priorité aux pure players du digital qui reviennent ou qui découvrent l'environnement télé. Ouais, qui découvrent surtout. Donc on a pas mal d'annonceurs primo-accédants à la télé, donc qui n'avaient jamais fait auparavant, et donc parce que le ticket d'entrée est un peu moindre, etc. Donc ils peuvent y aller facilement. On les accompagne aussi très bien parce qu'on simplifie du coup l'achat grâce à la plateforme du DSP. Cependant, c'est vrai qu'on tarde à voir effectivement les gros annonceurs historiques du média traditionnel de TV embrasser justement l'achat programmatique en télé. Parce qu'ils ont leurs habitudes, ils ont leurs négociations, etc. Et du coup, c'est vrai que ça rebat un peu les cartes. Aujourd'hui, globalement, nous, c'est des trading desks indépendants, plus ou moins indépendants, qui achètent du coup de la télé. C'est vrai. Pardon. Et avant de donner la parole à Thomas, ces acteurs issus du digital, ils apprécient cet environnement, ils font plusieurs campagnes. Ah oui, c'est récurrent, oui. On a plein de nouveaux annonceurs qui sont venus et du coup, on a un nouveau discours avec les marques. Parce que c'est vrai que nous, on maîtrisait très bien le média digital web. Et là, on a appris beaucoup de choses. Alors déjà, quand on a fait le partenariat avec Realytics en 2020, on a vachement développé notre connaissance du média télé parce que nous, on était absolument nulle part là-dedans. Donc c'est vrai que c'était très challengeant et ça a donné un petit coup de fouet en plus un peu aux équipes justement d'aller vendre un nouveau produit, un nouveau média avec des nouveaux KPIs, des nouvelles façons de réfléchir, d'acheter, etc. Thomas, un complément. Je crois que vous êtes capable même de faire revenir sur le téléviseur des annonceurs qui faisaient avant de la publicité sur l'écran digital linéaire, sur l'écran linéaire. Effectivement, en fait, on a la chance d'accompagner des clients qui avaient stoppé finalement la publicité télé traditionnelle parce qu'ils voulaient travailler full en digital. Parce que capacité de ciblage, capacité de mesure, data planning, etc. Et qui reviennent justement en publicité télé parce qu'elle se digitalise vraiment. Alors après, la publicité télé digitale, ça existe depuis longtemps, du replay IPTV, je pense que ça fait plus de 10 ans que ça existe. Il y a des applications sur Smart TV qui sont quand même très puissantes. Allez, pour en citer une, peut-être YouTube, qui est quand même très puissant sur les Smart TV depuis assez longtemps. Donc c'est quelque chose qui existe déjà et qui est en train de se structurer. Et c'est vrai qu'on voit effectivement certains annonceurs, comme Yves Rocher par exemple, qui reviennent en publicité télé digitale grâce à justement l'utilisation de données, l'utilisation d'intelligence dans les campagnes. En plus de ça, pour des gros annonceurs télé, moi ce qui me semble intéressant, c'est que finalement on peut les accompagner sur des stratégies de complémentarité, de reach incrémental. Alors ça fait aussi assez longtemps que ça existe. Toutes les agences font ça, j'allais dire, vraiment en grande masse. Ce qui est intéressant là, c'est que maintenant on peut le faire sur l'écran de télé. C'est-à-dire qu'on ne fait plus reach incrémental sur les devices digitaux comme on faisait jusqu'à présent. On le fait sur l'écran de télé et ça permet d'aller faire des apports de couverture sur des cibles qui sont des fois assez difficiles à toucher en télé linéaire avec une qualité d'exposition qui est assez équivalente. C'est des choses qu'on fait une fois de plus avec un YouTube, mais également avec Samsung TV+, qui a de la donnée très intéressante parce que comme ils sont fabriqués en télé, peuvent savoir si un foyer
un téléviseur en tout cas a été exposé ou non à une campagne de télé linéaire. Et nous, après, sur Samsung TV+, on est capable d'exposer les foyers qui ont été peu ou non exposés à la campagne de télé linéaire. Donc d'ailleurs, ça nous permet d'avoir vraiment reach incrémental et de proposer ça à nos clients. On fait ça avec Carrefour, par exemple. C'est des choses assez intéressantes. Sébastien, si on parle des formats, des business models, hein, est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture avec ce qu'on observe en télé linéaire? Je parlerai ni de rupture ou de continuité. Pierre et Stéphane ont évoqué le mot de convergence, et c'est une définition en fait qui tient au groupe TF1. Effectivement, je pense qu'on est dans une démarche où finalement on va essayer de récupérer le meilleur des deux mondes. Alors, je parlais d'MPI hybride, c'est un bel exemple, en tout cas à la hauteur de TF1, de voir aujourd'hui un modèle télé se répliquer sur le digital, mais dans les autres initiatives, on peut aussi parler de Médiamétrie qui, dès janvier, va proposer une mesure cross-publisher multi-device. On va reparler de la mesure un petit peu après, Tout à mais fait. si on parle des formats créatifs, par exemple, ça reste globalement des spots de quelques dizaines de secondes au format paysage. Là encore, le marché se cherche. Nous, on parle plutôt de 20 secondes. Maintenant, intéressant de voir... Alors qu'en télé, c'était quoi? Plutôt 30? Voilà, maintenant, plutôt intéressant aussi de voir des gros acteurs comme YouTube proposer du 30 secondes non skippable incessamment sous peu. Donc, ils vous copient, du coup. Voilà, il y a vraiment en fait cette démarche de convergence. On sent effectivement qu'on se repose sur les acquis du linéaire, on sent qu'on se repose aussi sur les nouveaux acquis du digital et qu'il y a une démarche de récupérer finalement le meilleur des deux mondes. Vous parliez de GRP tout à l'heure, qui est un vocabulaire très télé. Dans le digital, on parle plutôt de CPM. Qu'en est-il des business models? C'est quel mode de calcul qui va s'imposer? Il y a des initiatives en Europe aujourd'hui autour de la monnaie unique. Je pense en Angleterre, en un Italie. euro de la pub télé digitale. Il faut peut-être attendre encore un peu en France avant de voir cette monnaie unique arriver, mais effectivement, il y a des réflexions autour de ces monnaies uniques pour rendre la lecture plus simple et complètement transverse par rapport aux nouveaux usages. Oui. Et la tendance, ça serait quoi? La tendance, ça serait convergence. Une convergence. Marc, sur cette question des formats, des business models, on s'inscrit dans la continuité quand même, globalement, on est proche des formats télé? Sur le format, totalement. On est sur du 100% de l'écran, son par défaut, non skippable, donc c'est totalement comparable. Après, je te rejoins totalement sur la durée, c'est-à-dire qu'on a démarré avec du 30 secondes. C'était vraiment l'approche recommandée par les agences créa, par les agences médias avant 2020, je dirais. Et depuis, on arrive petit à petit sur du 20 secondes et on commence même à descendre sur du 10-15 secondes. Je pense qu'il y a un contexte aussi qu'il faut rappeler, qui est un peu compliqué, avec l'inflation, certains budgets médias d'annonceurs aussi qui sont réduits, qui jouent aussi sur le format pour avoir un CPM, on va dire, plus compétitif. Donc ça, du coup, quand on a moins de budget, on raccourcit le spot, on divise le spot par deux. Ça fait plus d'impression. C'est un peu comme les paquets de biscuits qui sont allégés. Ça fait plus d'impression et ça fait plus de personnes touchées. Donc, et puis, il y a, alors les agences médias sont mieux placées pour répondre à cette question, mais sur le sujet de la mémorisation et de l'impact qu'on va avoir sur les items de marque, est-ce que du 15 secondes est plus performant que du 25 secondes, du 30 secondes? On peut y réfléchir en tout cas à la question. Donc effectivement, il y a, on va dire, un côté marché et un côté efficacité qui tend à faire baisser la durée du spot. Et juste sur les petites différences, je dirais que c'est peut-être sur la durée de la coupure, où en Connected TV, en télé digitalisée, la coupure est peut-être un peu plus courte. On sera, nous, entre du 2 minutes 30 et 1 minute 30 sur du format pré-roll et mid-roll. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi des différences selon que le flux est linéaire ou qu'on est dans une logique de vidéo à la demande? On peut regrouper aussi les spots Alors la première différence que je vois, c'est qu'il n'y a pas de pré-roll dans du channel fast. On va être uniquement sur du mid-roll. Donc ça, c'est la différence principale. Et après, il y a des sujets plus techniques d'ad serving, de SSAI que je maîtrise moins, mais que j'ai commencé à toucher du doigt grâce au groupe de travail ici. Mais effectivement, et puis le channel fast, je dirais qu'en termes de consommation, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Nous, on a démarré, on était à peu près à 80% sur de la VOD pure du film, de la série. Aujourd'hui, on est à 50-50 avec des channel fast, parce qu'aussi, il y a une offre en local notamment qui est beaucoup plus importante, et je dirais qu'il y a une créativité au niveau de ces modes de proposition, de stream de contenu
qui fait que c'est en train d'exploser. Et on le voit d'ailleurs aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, je crois que les acteurs proposent déjà plus de 500 channel fast sur leurs applications. Alors qu'aujourd'hui, en France, selon les applications, on va être entre 100, 150, 200. Antoine, vous n'êtes pas un homme de publicité, hein, vous nous l'avez rappelé. Quel regard vous portez sur ces formats? Je le suis de plus en plus au fur et à mesure. À la fin de cette table ronde, c'est clair. Ce serait imbattable. Non, vous devez concevoir évidemment des programmes qui sont des programmes qui ressemblent quand même à ce qu'on avait en télé linéaire, hein, des formats paysages. Il n'y a pas cette arrivée des formats verticaux comme on a connu sur les smartphones. Non, tout à fait. Le but derrière, enfin la question derrière pour moi, c'est la question des usages et la question de comment est-ce qu'on amène la meilleure expérience publicitaire, de contenu d'abord, mais publicitaire, qui fait partie de l'expérience de visionnage évidemment, à l'utilisateur. Et du coup que ça soit le plus simple pour lui, le plus facile. Évidemment une pub ciblée s'il a choisi de recevoir cette pub ciblée, avec des formats qui, mes petits camarades l'ont dit, il y a une vraie convergence, le 30, le 20, des formats un peu plus courts. Le but et le bénéfice du linéaire, du fast notamment, mais pas que, c'est vraiment de faire tomber les barrières à l'entrée pour l'utilisateur. Et il y a un grand sujet aujourd'hui sur ce grand monde de la télé digitale qui aujourd'hui se résume quand même beaucoup au streaming. Il y a évidemment la télé segmentée, il y a évidemment le replay sur l'IPTV, mais on voit les chiffres. Aujourd'hui, c'est majoritairement le streaming. En streaming, le premier sujet, c'est le sujet de la découverte et de la découvrabilité des contenus, et quel que soit le modèle qui soit derrière. Et le fast, le linéaire, permet de répondre à beaucoup de ces blocages du streaming qui est l'utilisateur perdu en train de scroller et qui ne va pas visionner du contenu. Le linéaire permet d'être directement immergé. Donc en gros, c'est un algorithme qui va pousser des contenus en adéquation avec ce qu'on a regardé avant. Exactement. Et du coup, le grand bénéfice du FAST permet c'est vraiment de favoriser cette consommation facile du contenu. Grégoire, également un mot sur les formats. On est dans la continuité de ce qu'on avait en télé. Du coup, c'est plutôt nouveau pour Xandr et Microsoft? Oui et non. Le média télé, oui. Par contre, les formats, non, parce qu'on a du pré-roll déjà depuis très longtemps. On a fait aussi donc, tout ce qui est IPTV. Donc, aucun souci là-dessus. C'est juste, effectivement, la qualité de la créa respectée. Donc, pour ma part, quand on parle de télé, nous, on a découvert tout ce qui est RPP, livraison des spots avec Pitch et AdStream. Voilà, nos amis. Et découvert Cannes aussi, peut-être? Non, malheureusement, je n'ai pas le droit d'y aller. Non, on a tellement de gens qui y vont. J'y étais en vacances une fois, mais et du coup, c'est un nouveau monde. Ouais, tout à fait. Avec ces nouvelles règles, nouveaux usages, etc. Et puis, on peut aussi ouvrir bien sûr sur Netflix, disons que voilà. Oui, on rappelle que vous êtes le partenaire de Netflix pour la partie publicitaire. Voilà, exactement. Donc là, on a des formats aussi 15 et 30 secondes, parce qu'on a commencé simple. Maintenant, ils sont prêts à entendre qu'on peut effectivement, si les broadcasters commencent à définir la base 20 secondes comme la référence du marché, on pourra sûrement discuter avec eux et pouvoir entamer justement un nouveau format, une nouvelle durée. On va standardiser ça entre nous ce matin et après on communiquera au marché les nouvelles directives. Un mot sur les business models. Vous, votre sentiment, c'est que c'est le CPM peut-être qui va s'imposer Moi, je suis digital historique, donc c'est sûr que je veux que ce soit le CPM. J'ai jamais compris plus le calcul du GRP. C'est compliqué. Ouais, il y a une division, vous savez, nous dans le digital. Je vous conseille d'utiliser Excel, ça marche très bien. Voilà, c'est ça. Non, oui, moi je tends vers le CPM parce qu'aujourd'hui il faut une convergence entre tous les business models, effectivement, que ce soit télé, que ce soit digital. Donc je pense que le CPM devrait prévaloir sur le GRP. Maintenant, il va falloir changer les habitudes de gens qui travaillent depuis des années effectivement au GRP. Voilà. Thomas, chez Jellyfish, vous avez aussi apprendre un petit peu les codes de la créa télé, et évidemment ces formats beaucoup plus rich peut-être que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années avec des bannières. Ça s'est bien passé, cette phase d'apprentissage? Moi, je pense plutôt que la copie télé, il va falloir voir comment elle se construit demain. Parce que si, une fois de plus, la promesse de la télé segmentée, de la télé connectée, c'est quand même de pouvoir cibler. Si c'est pour balancer la même créa à tout le monde, peut-être qu'on va louper quelque chose à un moment.
en tout cas en termes d'efficacité. Donc c'est des choses qu'on a fait en digital, mais quand on fait une petite bannière en 350, c'est pas très compliqué à faire. Quand il faut tourner une copie télé, c'est quand même un peu plus structurant en termes d'enjeux financiers et d'organisation et tout ça. Donc ça pose vraiment la question de comment demain les agences créa vont repenser la copie télé, pouvoir la démultiplier, repenser les arcs narratifs sur leurs environnements. J'imagine qu'un environnement qui est streamé, c'est peut-être pas le même arc narratif que quand on va travailler sur des environnements où il y a du skippable, sur des environnements où on est sur du pré-roll, etc. Donc ça demande quand même de repenser assez profondément comment fonctionne la partie créa en télé. Je pense que ça va être un enjeu assez passionnant. Donc c'est des choses sur lesquelles on réfléchit évidemment. Après dire qu'on a trouvé la sauce, la sauce magique, la mayonnaise magique, c'est pas encore le cas, mais on travaille dessus. On pourrait imaginer demain de la DCO, de la dynamique créative optimisation, avec des bannières personnalisées. Alors, on n'en est pas forcément encore là. On en parlait avec Marc il y a peu de temps encore. On travaille plutôt sur de l'habillage, on a la créa, et puis on va avoir des habillages, des QR codes, etc., pour essayer de dynamiser un petit peu l'ensemble. De la vraie DCO avec des choses très dynamiques qui sont mises en place par des algos pour selon le profil et la reconstitution du profil. Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais peut-être que je vais être très étonné et que dans 6 mois, on travaillera. On va en reparler. En tout cas, on commence du coup à parler de données, de ciblage. Sébastien, vous aviez commencé un petit peu à en parler. C'est aussi un gros sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut concrètement cibler sur cet écran? Est-ce que la richesse des données est comparable à ce qu'on pouvait avoir sur un ordinateur ou un smartphone? Mais totalement. Je pense que la richesse de données, peu importe l'usage, la richesse de données est là. Aujourd'hui, on est en capacité de faire du ciblage météo dépendant, peu importe l'usage. On est capable de faire du retargeting, peu importe l'usage. On a lancé pour TF1 la première campagne de data retail en TVS sur mai. La complexité, encore une fois, elle vient de cet écosystème un peu nouveau, un peu dynamique. Et finalement, Grégoire l'expliquait, comment j'uniformise en fait les différents univers. Donc il y a des initiatives. Chez TF1, on réfléchit beaucoup à des segments de data 5 écrans qui devraient voir le jour en juin. Toujours est-il que voilà, le message à passer, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de limite à l'usage. Il n'y a pas forcément de limite versus le front en fait que je vais adresser. La complexité, elle est plutôt dans l'harmonisation et l'homogénéisation de ces différents usages. Un mot aussi sur la mesure. Vous aviez commencé à parler de Médiamétrie, qui est un acteur évidemment très important dans la télé linéaire. On retrouve également des acteurs comme Médiamétrie et d'autres. Mais bien sûr. Et tout à l'heure, quand on parlait de convergence et du meilleur des deux mondes, aujourd'hui, on travaille autant avec des Realytics, des Marketing Scan, des Médiamétrie que d'autres acteurs qui ont plus trouvé en fait leur naissance sur le digital. Je pense qu'il faut effectivement être un peu patient et se donner le temps de faire en sorte que ces acteurs soient en capacité de trouver tous nos fronts. En tout cas, la démarche que nous, on peut avoir chez TF1, parce qu'effectivement, on ne peut pas parler de performance sans mesure de tiers de confiance, c'est effectivement d'accompagner toutes ces initiatives qui nous permettront d'être cross-device sur la mesure de performance. Ouais. Marc, également sur ces questions de ciblage, est-ce que c'est aussi performant que des écrans d'ordinateur? Alors, moi, je les classerais en deux familles déjà en termes d'usage. En France, déjà un ciblage data. Nous, on va utiliser justement la data du groupe Rakuten, donc Data First, qu'on va réger dans une DMP et qu'on va pouvoir retravailler pour créer des segments intentionnistes socio-démo. Donc très, on va dire, digital native dans l'habitude. Et il ne faut pas mettre de côté le ciblage contextuel, qui est encore très présent, où là, on va pouvoir, sans rentrer dans des logiques de cas de diffusion très précis, faire du ciblage par catégorie de firme et par channel thématique. C'est un ciblage au niveau de l'individu ou un ciblage au niveau du foyer? Au niveau du foyer. Au niveau du foyer, aujourd'hui, en tout cas chez nous, ce n'est pas le cas de toutes les applications. On ne fait pas de différence entre les différents profils du foyer. Et en termes de mesures avec qui vous travaillez? Alors, je dirais qu'en pure Connected TV, on est sur un marché, on va dire, un peu plus naissant. Aujourd'hui, c'est cookieless. Donc, on ne travaille pas encore avec Médiamétrie. Sur les sujets de complétion, visibilité très classique, on est avec Double Verify. Et on a passé un step, je dirais, récemment, notamment avec des partenaires comme Realytics, où on va proposer de la mesure Drive to Web, donc pour pouvoir quantifier l'impact de la pub télé sur les sites de l'annonceur, et aussi mesurer
on va dire, cette notion d'incrémentalité pour savoir si on va toucher des foyers uniques supplémentaires en plus du canal classique télé traditionnel ou même Replay TV. Et ça, c'est tout nouveau, tout frais, ça date de moins d'1 mois. Donc on avance petit à petit. Très bien. Antoine, vous êtes un homme de contenu. Je n'ose pas vous parler de la question du ciblage du coup. Mais si, il faut. Allons-y alors. Surtout avec un acteur comme Samsung. L'avantage évidemment d'être un constructeur, c'est d'avoir une tech en propre et une technologie qui s'appelle ACR, évidemment que tout le monde connaît, Automated Content Recognition, qui nous permet d'avoir de la data first party, déterministique, 1 pour 1, qui évidemment nous permet une bonne compréhension fine, granulaire des comportements des usages dans le foyer, au niveau du foyer, et de développer derrière des produits, une technologie de ciblage, évidemment majoritairement sur des targets démo qui sont définis par nos équipes, Samsung Ads. On n'oublie pas le contextuel, nous non plus, effectivement, on pense que c'est réellement important. Et le but, c'est évidemment leverager ces données et cette grande capacité. Donc oui. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe d'une approche qui était peut-être plus probabiliste, statistique, avec des grands instituts type Médiamétrie, à vraiment aujourd'hui une capacité de suivre au niveau déterministe, au niveau du téléviseur, les véritables comportements des télénautes, je ne sais pas comment il faut les appeler. On peut les appeler les streamers parce qu'aujourd'hui, c'est majoritairement ou de plus en plus en tous les cas des streamers, en tous les cas sur nos écrans. Aujourd'hui, près de 50% de la base adressable de Samsung TV+, donc c'est tout le parc installé depuis 2016, est d'abord streamer, avant d'être un utilisateur qui va en broadcast ou en linéaire. Donc oui, et l'étape d'après pour nous, c'est évidemment également la convergence entre les devices. On n'oublie pas le mobile. Évidemment, tout se construit de nous à l'aune de la télé et en tous les cas pour Samsung TV+, on est TV-centrique, mais on est également disponible sur le mobile. Et le cross-device est l'étape d'après pour nous. Grégoire, est-ce qu'on peut cibler sur cet écran aussi bien qu'on le fait sur un mobile ou un ordinateur ? Malheureusement, pas aussi bien. Déjà parce que, comme disait Marc, c'est un environnement cookieless pour tout ce qui est CTV déjà. Donc nous, c'était plutôt ça historiquement qu'on faisait. Mais ce qu'on a noté aussi de notre côté, c'est que le développement de la télé, c'est la reprise de valeur de la part des broadcasters et sur la maîtrise de la data, qui auparavant était plutôt côté agence ou côté acheteur. Donc ça, c'est très intéressant à voir. Maintenant, il faudrait que ça se Du coup, vous n'avez pas accès à autant de données que vous le souhaiteriez ? On a accès à la donnée, assez. Merci. C'est un partenaire aussi. Mais c'est vrai que du coup, le côté achat, effectivement, c'est des deals programmatiques garantis, par exemple, pour la télé segmentée. Et du coup, la data est vraiment gérée côté broadcast et FAI. Maintenant, il y a eu des initiatives qui ont été faites avec l'ARM, par exemple, pour emborder la data annonceur. Mais se pose de nouveau un cadre légal. On rappelait que les 5 ans du RGPD. Bon anniversaire à tous. Voilà, c'est ça. Ça, justement, aujourd'hui, il y a un côté légal à la défricher pour pouvoir accéder justement à la data côté acheteur et du coup maîtriser ça. Notamment pour l'obtention du consentement, c'est ça, ouais, c'est un peu plus compliqué. Qui est responsable, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, ça dépasse en plus mes compétences. Et donc on voit que par exemple, c'est pour ça que les grandes agences font très peu de TVS en programmatique. Parce que l'apport d'intérêt pour eux est limité par rapport à de l'achat digital en programmatique où là ils peuvent maîtriser la data chez eux, avoir du CRM onboarding et tout maîtriser. Voilà. C'est ça, elles peuvent moins bien cibler, moins bien calculer c'est très bien ciblé. Leur je pense que les segments data sont très propres. D'accord. Dans le digital, les segments data sont tous très propres. On le sait. Donc du coup, c'est sûr que là-dessus, il n'y a pas de question à se poser. Et puis c'est la télé, vous voyez, donc. Et c'est pour les calculs de déduplication, peut-être. Ouais, c'est ça. Et puis c'est la data d'un annonceur. Donc, vous prenez les grands annonceurs français. Quand on leur dit qu'on peut pas embarquer leur data à eux et qu'on prend la data des FAI, l'attrait est moindre. Voilà, c'est pas limité, mais voilà, c'est un peu ça. Thomas, un complément sur ces points-là? Alors moi, je pense qu'on peut être créatif en termes de ciblage sur la télé segmentée. Il y a un peu un foisonnement technologique. Effectivement, on n'a pas accès, nous, à la donnée, mais on peut essayer de construire des manières de faire, des partenariats qui permettent d'aller bien cibler en télésegmenté. Effectivement, ça peut être du CRM onboarding. Il y a des enjeux de privacy assez lourds. Donc, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, il y a souvent un gap analysis qui n'est pas très très bon. Mais on réussit des fois à faire des POC. Moi, je trouve assez intéressant. On a pu, par exemple, utiliser les données de Prisma Media Solutions. Donc, c'est les sites Gala, Capital, PromeTV.net. Donc vraiment un éditeur digital
on était capable d'utiliser les données de Prisma Media Solutions pour aller cibler la télé segmentée sur les inventaires de Canal+ Brand Solutions pour les campagnes Yves Rocher en l'occurrence. C'était intéressant parce que Yves Rocher, c'est un annonceur qui va faire de la perf, j'ai envie de dire classique en digital, quand on s'est rendu compte qu'il y avait des segments d'audience qui surperformaient sur Prisma Media, qu'en plus ça n'avait pas rien à voir avec des sujets de beauté, choses comme ça, et on a réussi grâce à une formidable mobilisation des équipes de Prisma Media Solutions, de Canal+ Brand Solutions, mais également de LiveRamp, de FreeWheel, de Bouygues Telecom, puisque c'est quelque chose c'était là, je ne sais pas comment on dit qu'il y en a 6 parties pour pouvoir délivrer ce type de POC-là. Mais en tout cas, on a réussi à délivrer ce type de POC et on est assez content. La campagne vient de se terminer, donc on attend d'avoir avec impatience les résultats qui seront fournis par Reality, qui fait la mesure de ce type de POC-là. Mais voilà, on essaie de trouver des manières de faire qui mettent vraiment la data à l'honneur. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un peu une approche omnicanal des audiences, quoi. On apprend des choses sur le digital, classique, comme on l'a toujours fait. On va trouver des segments d'audience qui surperforment et on va les déployer sur l'écran de télé, ce que je trouve quand même assez intéressant. Sur la question de la mesure, entre les approches probabilistes ou déterministes, c'est quoi votre relation ? Alors déjà, il y a une conviction, c'est que la mesure, c'est absolument essentiel. Si on ne mesure pas, on n'optimise pas. Si on mesure mal, on prend des décisions qui sont biaisées. Donc il faut bien mesurer. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu une des révolutions de la télé segmentée, enfin en tout cas de la télé digitalisée, c'est que d'un seul coup, on est capable d'accéder à la donnée 100% déterministe, qu'elle vienne des fabricants de télé, mais aussi des opérateurs. Et cette donnée, elle permet d'aller chercher des insights extrêmement profonds et derrière, donc, de prendre des décisions d'optimisation qui sont vraiment pertinentes. C'est des choses qu'on fait également avec Realytics. Sur la donnée Bouygues Telecom, on peut aller comprendre comment des dispositifs de télé segmentés, téléconnectés, Replay PTV viennent se complémenter les uns avec les autres, quel est le nombre de touches médias qu'il faut générer, enfin en tout cas qui est le plus pertinent de générer pour pouvoir générer de l'engagement sur le site annonceur. Et du coup, ça peut être par exemple de construire des KPI de coûts au contact utile pour générer de l'engagement. On sait qu'au-dessous d'un certain nombre de contacts médias en télé, quelle que soit sa forme, on ne va plus créer de valeur pour l'annonceur, donc en fait on va perdre de l'argent pour l'annonceur. Donc finalement, ça permet d'aller optimiser très efficacement les campagnes. Et aujourd'hui, cette donnée elle est disponible, je vais dire, en fin de campagne, en reporting de fin de campagne. Demain, peut-être ça sera à J+1. Et donc d'un seul coup, nous en tant qu'agence, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir optimiser, on va pouvoir réallouer des budgets et on va avoir franchement un look and feel qui ressemble quand même furieusement à celui du digital sur l'écran de télé. C'est plutôt convaincant. Je vais vous demander à tous les 5 un mot de conclusion sur ce sujet de la pub télé digitale et puis aussi peut-être ce que vous vous attendez de structures comme l'Alliance digitale, justement, ce qu'elle peut apporter positivement à ce marché. Alors, je ne sais pas si la réponse va convenir, mais ne changez rien. Et typiquement, aujourd'hui, je trouve que la force de cette interpro, c'est effectivement de bâtir des normes qui doivent permettre d'homogénéiser ces différents écosystèmes techniques. On parlait de RGDP, on peut aussi parler de l'OMID, qui sera sans doute une clé pour la mesure de visibilité. On peut parler de l'OpenRTB, on peut parler aussi du VAST. Quelque part, le message que je veux faire passer, il s'adresse plutôt à nous, publishers, AdTech, enfin tous les acteurs qui contribuent à ce marché. C'est que je pense, et on le voit aujourd'hui, on est très fort pour contribuer à ces réflexions au travers de l'Interpro, et merci de nous avoir appelés. C'est encore autre chose de les mettre en application. Typiquement, je pense au VAS 4.1 qui n'est pas encore forcément très présent et qui pourtant apporte énormément de solutions au monde du streaming, énormément de solutions techniques. Je pense aux fichiers mezzanine, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, quelque part, charge à nous de mettre en application ces normes qui doivent nous permettre d'avoir un écosystème technique homogène. Très bien, merci Sébastien. On invite tout le monde à télécharger l'application MyTF1. Hein Marc, également, un mot de conclusion et puis vos attentes vis-à-vis de l'Interpro. Alors, je m'allie totalement à toi sur le sujet du VAST. J'en dirai pas plus parce que c'est là où mon vernis technique s'arrête, mais j'entends beaucoup râler à propos de cette norme VAST et ça nous contraint énormément, notamment sur tous les sujets de mesure. Et plus globalement, moi, je dirais ce qui est important, c'est d'amener du tangible au marché. Parce qu'on travaille sur le plus bel écran du foyer. Il y a une évidence que sur un mode de streaming, l'impact, la mémorisation, tous les KPI de marque sont au top de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'écran, mais il va manquer du concret. Donc moi, je dirais, au-delà de la norme, c'est comment est-ce qu'on crée une nouvelle grille de lecture,
peut-être il y a le score d'attention qui est en train d'émerger. Au niveau technique, il y a beaucoup de contraintes, mais je trouve que c'est une belle piste qu'il faudrait qu'on explore, en plus du guide, en plus des livrables, pour continuer d'informer l'écosystème et notre marché. Très bien, Mauro, au sein du GT, ça fera un sujet de travail pour les prochains mois. Et on invite tous ceux qui n'ont pas le bouton Rakuten TV sur leur télécommande à télécharger l'application. Merci beaucoup, Marc. Antoine, également, un mot de conclusion? Avec plaisir. Ma conclusion, ça sera de remercier l'Alliance Digitale pour son ouverture d'esprit et pour m'avoir invité, quelqu'un de contenu. Pourquoi? Parce que on parle de fragmentation, on parle effectivement de convergence, et on sent qu'il y a ce besoin-là au sein de la pub. Il y a aussi ce besoin-là entre les gens de contenu de publicité. Et je pense qu'on ne se parle pas assez. Et quand je parle à des gens de contenu, ils ne comprennent rien à la pub, mais vraiment rien. Et ils ont besoin de monter en compétence sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette convergence, elle va avec des modes de commercialisation du contenu qui sont différents aujourd'hui, avec des business models qui sont différents, et où la pub est de plus en plus présente. Et des deals où on doit tous se mettre autour de la table pour arriver à distribuer le meilleur du contenu dans les nouveaux écosystèmes et sur une nouvelle plateforme comme Samsung TV+. Donc, mon mot de conclusion, c'est garder cette ouverture d'esprit et effectivement, parlons-nous, échangeons pour aller vers cette homogénéité. Merci. Puis on invite tout le monde à s'acheter un téléviseur Samsung ou un mobile Samsung et découvrir notamment Samsung TV+, et tous ses contenus. Merci Antoine. Grégoire, le mot de conclusion? Déjà, remercier effectivement le groupe de travail parce que ce qu'ils font, c'est top. Ils vulgarisent, ils harmonisent et ils uniformisent. Voilà, c'est du boulot. Ouais, exactement. Et puis, moi, mot de la fin, c'est que on continue encore à innover tous les jours sur le média télé. Après, on est avec des boîtes comme Alma TV qui viennent de se lancer là-bas, qui donc vont pouvoir permettre de nouveaux types d'audience et d'achat. Enfin, voilà, il y a plein de trucs encore qui sont en train de se passer. Et je pense que on est au début d'une nouvelle ère, donc il faut keep on innovating. D'accord. Et on invite tout le monde à joindre les équipes commerciales de Xandr, Microsoft, à télécharger. Netflix avec pub, oui, d'accord, oui, il y avait peut-être pas assez de monde ces derniers temps, mais ça va venir, hein, c'est ça? Si, c'est bon. Merci en tout cas. Et Thomas, du coup, le mot de conclusion de cette table ronde, attention, la pression est là. Exactement, je la ressens, non, mais c'est vrai que ce que fait le groupe de travail, c'est un travail très important parce que on a besoin de lisibilité. Je pense qu'on l'a tous vu pour les gens qui viennent du programmatique classique, que dans le manque de transparence, il y avait souvent des fois de la perte de valeur qui pouvait se créer. Il faut être le mot supply path optimization, toutes ces choses-là, bon, bref, qui parleront plus ou moins, mais qui veulent dire qu'on a besoin de pouvoir rendre ce marché lisible, d'expliquer ce que font chacun des acteurs. On sait que le marché, il va grossir de manière importante, il y aura de plus en plus de complexité. Donc il faut rendre tout ça simple à comprendre pour les différentes parties prenantes. Et je pense qu'un des sujets qui est très important, c'est celui de la mesure d'audience, qu'elle soit uniformisée, qu'elle soit simple à lire pour les agences aussi, hein, parce que quand on compare des choux et des carottes, ça n'aide pas à prendre des bonnes décisions. Et l'autre sujet, c'est celui de la mesure d'efficacité, mais je sais que ça fait partie des sujets qui vont être travaillés dans le groupe de travail, donc je pense qu'il y aura des choses intéressantes à venir sur ces sujets-là. Très bien. Et si vous êtes annonceur et que vous voulez aller en télé ou revenir en télé, Jellyfish sera là pour vous accompagner. C'est bien ça? Avec plaisir. Merci Thomas. On peut tous les applaudir. Merci à tous. Et vous avez compris, il y a un besoin clairement d'harmonisation, standardisation, et l'Alliance Digitale travaille avec une structure qui s'appelle l'IAB Tech Lab, qui travaille justement sur ces sujets, et on va découvrir une vidéo enregistrée il y a quelques jours d'Oliver Van Vertch, qui est consultant pour l'IAB Tech Lab et qui avait quelques mots à vous dire ce matin sur ce sujet. On écoute Oliver. Tech Lab in Europe, and we have a lot of discussions and interactions with Alliance Digitale, Arthur, Nicolas, and their team about global ad technology standards. So I will elaborate a bit what IAB Tech Lab is doing throughout my presentation, but my main focus naturally is the advanced TV roadmap of IAB Tech Lab. And how can we work together to bridge heterogeneity in the fragmented TV landscape?
So unfortunately, I can't be with you today. So there is no way to ask questions, and the only way to ask questions is to send them afterwards. I'm open to that. I'm in Paris a couple of times a year. So I'm happy also to interact furtherly if that's needed with working groups or other groups in your market. I will start presenting now. You will get the slides afterwards, and this video is recorded, so there is a way to get this content and also communicate it internally in your organizations. Where do we come from? So we are talking about TV convergence. We see videos in various channels today. We see it on the TV screen naturally. That's where we all come from. So in the classical broadcast situation, we see it on mobile devices. We see it on connected TV devices. We see it on set-top boxes, on gaming consoles. There is a lot of video consumption ongoing on various terminals, on various devices. And the demand of advertisers, increasingly demand of advertisers of the demand side is how can we standardize all this, all the different videos which are consumed over different platforms, and with broadcasting, not a broadcast situation and broadcast TV consumption not growing anymore, but other video channels heavily growing, there is the question, how can we bridge the heterogeneity of all those environments to reach, for example, a unified measurement over the different channels? That's what I will be talking about a bit furtherly. We come from this situation, so in the good old days, so to speak, so everybody was in front of the TV screen. There was no interaction apart from talking to each other. And you were watching just one video and one broadcast, and also the number of channels was quite limited, as we all know. Where we are today is a completely different situation. So we have video consumption, and you have the classical broadcast. You have other devices used for interacting, for accessing additional content which is related to the broadcast, and also watching videos while you are watching videos. So multiple consumption of video content, and also interaction with TV content, TV shows, and so on through other devices. So there are different situations involving different devices, involving different technologies, and that creates a certain heterogeneity of the TV landscape. And if an advertiser wants to distribute an ad over all those different channels, advertisers do want to be there where the attention of the user is. And if the attention of the consumer is on the mobile device while watching a show, it makes sense to be there. But of course, you want to measure in a unified way the delivery of the ads and the performance of the ads on the different terminals. So we are talking about how, and the IAB Tech Lab, where the Tech Lab comes from, is how to bridge the heterogeneity from linear TV, connected TV, and other video-related use cases. IAB Tech Lab is a member-driven organization. We have 1,100 members worldwide, a significant portion of members also in Europe, but naturally all the global ad tech companies are IAB Tech Lab members. Our board consists of more than 30 companies such as Google, such as Meta, also the Trade Desk is on the board, and so on and so forth. So really huge ad tech companies. And what we are doing through our members, through working groups, is to work on global standards in digital advertising. You all know probably OpenRTB, that is a standard which is maintained by IAB Tech Lab. And we see more and more demand from our membership on the CTV and on the video everywhere landscape, so to speak. So how can we achieve targeting over different terminals in where videos are distributed? How can you improve attribution so that campaign planning and campaign attribution is unified over all different
consumer situations and terminals where videos are distributed. You have impression-based approaches, which are not right now not used everywhere, but should be used everywhere in the future. So we are talking about a fragmented landscape where we have to work on how to unify technologies and to identify what is needed to bridge this heterogeneity. Inside TechLab, we are talking about advanced TV. We know that there is addressable TV. We know that there is CTV. We know there's OTT. So you can make a long list of short abbreviations in this landscape. Advanced TV. Why we are talking about advanced TV? Because you saw the slide with the different usage situations. We have different terminals acting differently, and all of them in the future will become interactive. So the ordinary TV set, which is on your wall, is an interactive device in the meantime. And we all see also in France, also in the other Central European markets, a strong increase of CTV usage. Of course, there are still a lot of users don't using interactive TV functions, but there is a growth, and this growth creates the demand for unified technologies and unified approaches, how to achieve measurement, how to achieve video distribution over the different terminals. Advanced TV, CTV is growing not only in the US. Here are some US figures. It is expectedly growing furtherly. I just came from an IAB Europe conference in Madrid yesterday, where new figures about the European programmatic landscape have been communicated. And it was clear that CTV is one of the 2 or 3 channels which are significantly growing Europe-wide. Another one is digital audio, for example, still from a smaller level, but there is growth in this segment. And with this growth, there is the demand, of course, for standards and for how to use things which are known from the digital advertising world, such as OpenRTB, such as measurement, such as attribution, such as viewability, how to transport this and transform this to advanced TV and to the different terminals involved in the consumption situation right now. So the TechLab, IAB TechLab Advanced TV Charter, which I will illustrate right now a bit, is to mobilize our members, mobilize our partners to achieve more homogeneity, to establish a set of technical standards and best practices to support use cases which are needed in the CTV, in the linear broadcast, and in the non-linear video delivery environments. Universal reconciliation how to make different videos technically identifiable so you can establish one measurement technology. Full auditability. So how do you achieve measurability? Creatives overall environments, how can they be measured in a unified way? Interoperability for sure. Add validation, so to avoid the threats which we have not solved, but where we are on in the classical digital advertising world, such as ad fraud or malware, how to avoid these threats in the CTV environment. And also technical things like frame accurate replacement of videos. It's nothing worse than if you trying to deliver a video ad into a connected TV screen, and in the TV usage situation, there is no ad coming and no ad showing. That should be avoided technically. So the idea of IAB TechLab and all of this advanced TV roadmap is to use video watermarks as one basis to achieve a universal identification of videos. There are 2 standards globally currently used. ATSC is a standard mostly used in the US and in some of the APAC markets. DVB is used in Europe and also other markets globally.
Both of them use video watermarking. And what is a video watermark? It's a public specification, a short graphic overlay, so to speak, on the top lines of the video, which is entered during presentation, during production, and delivered with a presentation of the video. So it's included in the TV stream. It's included in any other video, and this makes video identifiable, so to speak, and also the creative identifiable when you are distributing a creative. And this could be a basis for achieving cross-platform identification of creatives on the one hand, and if you can do that, you can establish measurement in a unified way. You can establish other needed market standards in a unified way. That is the idea, to use these watermarks. You see here the distribution. So we already started talking to these organizations in the US and also in Europe. There is a lot of fragmentation, to be honest. There are TV manufacturers, there are OEMs, there are broadcasters, there are ad tech companies, there's Google, Facebook, and so on entering the space. So you have to bridge a lot of heterogeneity. It's an ambitious roadmap what we have in front of us. So where we come from, you have linear TV, a supply chain. You have a connected TV supply chain, and you have no unified market standards in place for measurement, for example. So if an ad plays on CTV, if you have provider ABC, there is measurement ABC, so there is no homogeneity of measurements. So in the end, you are the advertiser has to try to consolidate all of this and trying to consolidate things which are not comparable because they are not based on the same technologies. Doesn't make really sense. So the idea is, in the end, to establish a universal creative ID registry based on video watermarking, which is a unique identifier. We are not talking about personal data here. We are talking about identifiers of videos. And to use this as a basis for validation and to use this as a basis for measurement over the different platforms. So if you can establish that in partnership with the industry, you would be able that provider ABC, so broadcaster, Google, ad tech platform XYZ, different video on demand platforms, Netflix, and so on, could be measured in the same way. This is very ambitious, and you need to talk to a lot of companies in that. Where we come from is high fragmentation. Where we come from are market standards such as OM SDK, the Open Measurement SDK, which is provided by IB Tech Lab, which is working also already in CTV environments, but not on all platforms. And where we want to go is on the right, you see it on the right, open watermark standard and governance, and to establish measurement technologies based on that. And of course, to, in the end, facilitate and make OpenRTB related technologies and segments available to the advanced TV landscape. Lastly, how do we do that? Through collaboration. So Tech Lab is a member-driven organization. We are in the process of establishing the so-called Advanced TV Commit Group. This is a group of companies. It will be slightly above 20 different companies, OEMs, broadcasters, networks, CTV companies, of course, big ad tech companies, trade organizations in the field. And this group will evolve furtherly on the advanced TV roadmap and lead the development of standards and supporting frameworks. This is a multi-year agenda. This will take a couple of years. The advanced TV Commit Group is established right now, so it will have their first meetings very soon. And for sure, as a roadmap process goes, you have to define
near-term and long-term use cases inside this Commit Group, establish a roadmap for this year, for the rest of this year and the next few years, and then address existing technologies and frameworks and try to integrate them in this concept. So you're free to join. Turn to Arthur and team. IAB France, Alliance Digitale is IAB Tech Lab member, so can join any working group. This is open to everybody. We are only IAB Tech Lab is only as good as our members are, because we organize the work and we need feedback and input from the industry. We know that this roadmap is ambitious because we see a lot of heterogeneity. We see different terminals, we see different video consumption situations, and we see a lot of interest of different players in this segment. But in the end, we think it's worthwhile because the demand side clearly says we want universal measurement, we want universal reconciliation and delivery of ads through different video platforms. So it really makes sense to take this. You see more information under this link. And if you want to reach out, you see my email address here. So happy to discuss this furtherly. Have a great rest of the event and hope to see you sometime again in Paris. Bye. Merci Olivier, on peut l'applaudir, il ne nous entend pas. Je suis certain qu'il ressent ces applaudissements. On va peut-être pas avoir le temps pour une session de Q&A parce qu'on est un petit peu en retard, mais Arthur, peut-être un petit mot de conclusion, rappeler un petit peu la collaboration entre Alliance Digitale et l'IAB Tech Lab. Oui, alors comme vous le savez, on fait partie d'un réseau qui s'appelle l'IAB, et l'IAB Tech Lab, évidemment, est très important. Comme vient de le dire Oliver, on se voit très fréquemment avec Oliver, on a un point à peu près tous les mois où on suit la roadmap. Alors, il y a le sujet CTV, mais il y en a beaucoup plus. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions sur l'IAB Tech Lab, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous voulez rejoindre l'IAB Tech Lab, c'est pareil, n'hésitez pas à me contacter. Je ne touche pas de com quand vous rejoignez l'IAB Tech Lab, donc voilà. Et bien entendu, qu'à chaque fois qu'on peut, on fait intervenir l'IAB Tech Lab, soit dans nos événements, soit carrément dans les groupes de travail. Par exemple, quand on a des sujets un peu pointus, on va demander à un spécialiste de l'IAB Tech Lab d'intervenir dans le groupe de travail. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est à votre totale disposition, en tout cas qui est à totale disposition des membres. Et puis pour ceux qui sont dans la salle, qui ne sont pas encore membres de l'Alliance Digitale, évidemment, je suis à leur disposition pour en discuter. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus aussi nombreux ce matin et à très bientôt. Merci à toutes et à tous.